C'est un honneur de vous retrouver, mesdames, messieurs. Buzz7, un nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux, spécialement aujourd'hui, mesdames, messieurs, Maître Yves Michel Biassalou et Longo. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler sur la loi Biassalou 2024 portant code d'éthique et déontologie des députés et sénateurs de la RDC. Il est déjà sur ce plateau, mesdames, messieurs. Maître, bienvenue. Merci. Nous parlons de cette loi que vous avez proposée et nous allons bien sûr parler un peu en détail pour avoir un peu l'idée sur le contenu et les mérites de cette loi. Alors, ma première question, c'est quoi la motivation qui vous a poussé bien sûr de proposer cette loi? Oui, la motivation, c'est le constat que nous avons fait depuis déjà 3 exercices, depuis 2006, 2011, 2018. Nous avons constaté que la population qui a l'obligation civique de voter a toujours regretté après avoir voté. Okay. Donc, elle regrette de l'avoir fait. Elle regrette, elle se plaint pour son propre vote. Alors là, il fallait y réfléchir. Le regret est à quel niveau? Le regret, c'est l'homme ou oui, c'est-à-dire c'est au niveau de la confiance. Ah, okay. Lorsque les personnes arrivent pour dire donnez-moi votre mandat, je ferai ceci, cela, et après lui avoir accordé le mandat, on ne voit plus la personne et puis les attentes continuent à se faire attendre. Ok, très bien. Et pourquoi vous l'appelez la loi de la redevabilité des élus? C'est la loi de la redevabilité parce qu'on a insisté sur la redevabilité. Vous savez qu'on en parle depuis longtemps. Les députés doivent être redevables et tout ça. Mais dans aucun document, cela est écrit. Ah, ok. Même dans la Constitution, vous ne trouverez même pas le mot redevabilité à l'intérieur. Dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale comme du Sénat, il n'y a pas le mot redevabilité. Et même dans la loi électorale, vous ne trouverez pas cela. Alors, l'énigme, c'est quoi? C'est que comment peut-on imposer à quelqu'un une conduite qui n'est pas écrite? Très bien. Il fallait alors coucher ça par écrit. Alors, j'ai sur moi cette proposition de loi que nous allons bien sûr essayer un peu d'échanger sur le mérite, les contenus et les mérites que nous avons ici divisés en 3 parties. D'abord, les sources, et, les innovations, ainsi que les objectifs. Parlons un peu de sources. Qu'est-ce que ça ne va pas faire fâcher la Constitution ou c'est un peu d'entacher, énerver certains articles? Non. Nous ne pouvons pas proposer une loi ou une loi qui peut contredire la Constitution. Ouais. Ça, c'est pratiquement impossible parce que ça sera une proposition de loi qui ne sera pas viable dans la mesure où c'est la Constitution qui est la loi fondamentale. Donc, nous ne pouvons qu'aller dans le sens des lois qui peuvent exécuter la Constitution. Oui, je vois ici vous citez même des articles. Effectivement. Donc, lorsque vous examinez la Constitution, vous allez remarquer qu'on a donné à la population qu'un seul pouvoir, celui de voter. Oui. Et cette disposition se trouve à l'article 5 de la Constitution, sûrement, où il est dit que c'est le peuple qui est le souverain primaire, c'est-à-dire c'est lui le détenteur de tout pouvoir. Il peut donner ce pouvoir à qui il veut, et selon la procédure qui est permise par la Constitution. Mais lorsque vous regardez la répartition du pouvoir, vous voyez qu'il y a un couac quelque part. C'est que je voudrais vous préciser qu'il y a 4 acteurs constitutionnels. Okay. Lorsque vous lisez le préambule de la Constitution, on vous dit que c'est le Sénat qui a proposé cette Constitution et l'Assemblée nationale l'a adoptée. Le peuple congolais l'a approuvé. Enfin, le président de la République a promulgué. Ce sont les 4 acteurs constitutionnels qui ont fait que cette constitution puisse exister. Et lorsque vous allez à l'article 218, vous allez voir que l'initiative de la révision de cette constitution appartient aussi à ces 4 acteurs. Okay. Donc, c'est pour dire que l'autorité qui a fait que cette constitution existe est la seule autorité qui peut la changer. Alors, mais lorsque vous regardez les pouvoirs qui sont repartis
entre le Sénat, l'Assemblée nationale, le président et le peuple, oui. vous allez voir qu'on a connu qu'un seul pouvoir, on a remis qu'un seul pouvoir au peuple, c'est celui de voter, c'est-à-dire donner la qualité aux gens. Ah là, ça commence à devenir sérieux. Voilà. Donner la qualité aux gens, quelqu'un qui vient de nulle part, il devient député, il devient sénateur, et puis c'est fini. Pendant 5 et ans. pendant 5 ans comme ça, et le peuple, quand il donne cette qualité, eh bien, il se retrouve plus après. De retirer ou de Oui, réclamer. c'est-à-dire, lorsque nous examinons le pouvoir reconnu au chef de l'État, là nous prenons par exemple l'article 81 de la Constitution, Ouais. vous allez voir que le président de la République a son pouvoir au double. Il peut nommer et révoquer en même temps. Et lorsque vous prenez l'article 83, c'est pareil pour le Premier ministre. Il a des personnes qu'il peut nommer et révoquer. Donc il a le pouvoir double. L'Assemblée nationale, c'est la même chose à l'article 147, où on vous dit que l'Assemblée nationale peut déchoir un gouvernement par le moyen d'une motion de censure. Donc voilà, donc ça on appelle ça le pouvoir complet, c'est-à-dire l'acte contraire en même temps. Vous avez le droit de donner la qualité et de retirer la qualité que vous avez donnée. Mais en ce qui concerne le peuple, vous allez nulle part trouver où on a reconnu à la population le pouvoir de récupérer les mandats qu'il a donnés lui-même. On lui fait croire que, écoutez, après 5 ans, quand vous ne votez pas un député, eh ben, il est déchu. Non, c'est pas ça. Après 5 ans, le député a terminé son mandat. Même si vous ne le votez pas, ce n'est pas une sanction. La sanction, c'est lorsque vous interrompez le mandat. Et lorsque vous lisez à l'article 110 de la Constitution, vous allez voir qu'il est détaillé de quelle manière le mandat du député du Sénat peut prendre fin. Il y a 9 cas. Mais dans tous les 9 cas, vous ne verrez pas là où on a dit que le peuple aussi qu'il a donné peut le retirer. Donc là, c'est une injustice constitutionnelle que nous ne devons pas accepter. Le principe de l'acte contraire, du parallélisme de forme et de compétences, c'est ce principe-là qui reconnaît au président de la République le pouvoir de nommer et de révoquer, de même que pour les autres. Donc ce principe n'a été appliqué que pour les 3, mais pas pour le peuple. Et c'est là que nous nous sommes passés pour dire il est normal que le peuple qui donne mandat puisse avoir le pouvoir de retirer ce mandat en cours. Pas après 5 ans, mais pendant le mandat, il peut couper les mandats et mettre dehors le député qui ne travaille pas pour lui. Donc ça, c'est l'innovation que nous avons apportée, sans énerver la Constitution, parce que nous complétons la Constitution à l'article 110. Voilà. C'est très, très important. Donc, désormais, si il arrivait que ça passait, donc le peuple aura également le pouvoir de dire non avec le comportement de tels honorables, je ne sais pas moi, qui soit député ou sénateur, nous mettons fin à son mandat. Effectivement. Ça, c'est l'élément très important qu'il faut peut-être bien expliquer à la population. Alors, nous sommes au niveau des innovations. Vous avez cité juste... quelles sont des innovations par rapport à retirer, avoir le pouvoir de retirer? Parce que je vois ici, il y en a beaucoup. Bon, les innovations de cette loi, c'est qu'il faut retenir que dans notre pays, nous n'avons aucun texte qui codifie l'éthique du député. C'est ainsi que vous voyez des députés se comporter comme vous connaissez. Je ne vais pas citer les noms. Vous savez combien la population a décrié le comportement de l'un ou l'autre. Vous le savez. Et tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas de code d'éthique. Si les médecins ont un code d'éthique, les avocats, les ingénieurs, les infirmiers, les journalistes, a fortiori un citoyen, des citoyens, il doit avoir quand même un code d'éthique. Il doit savoir que quand je travaille, je dois respecter tel principe et tel principe. Là, nous avons commencé par ça. Nous avons mis 12 valeurs éthiques que les députés doivent respecter. Je peux citer certaines valeurs, notamment l'indépendance, c'est-à-dire le député doit travailler avec indépendance. Il ne doit pas subir, n'est-ce pas, les décisions de son parti politique, parce que lorsque vous êtes député, vous servez le peuple et non votre parti. Donc cette histoire d'autorité morale qui impose sa volonté, ça doit quand même cesser, parce que les députés doivent savoir qu'il doit être indépendant dans son agissement. Je peux prendre la deuxième valeur, je prends de manière ramassée. Je prends par exemple la stabilité. Et vous avez vu aujourd'hui qu'il y a des députés qui, au début de la législature, étaient opposants et finalement, pendant la législature, ils deviennent de la majorité. Bon, entre ce passage-là, il y a quelque chose de louche qui se passe parce qu'on ne peut pas changer d'avis comme ça. Question d'intérêt financier. Donc, c'est de la corruption qui se cache derrière cette transhumance et il faudrait combattre cela. Je crois qu'il est respectueux aux députés
de rester stable sur le plan idéologique. Ok. Lorsque vous avez commencé, vous êtes entré à l'Assemblée nationale à travers une certaine idéologie, il faut y rester, il faut rester constant jusqu'à la fin de la législature. Vous êtes libre de changer après. Ok. Et ça, Ils ont de toujours un l'honnêteté. principe où la politique est dynamique. Non, Dès que ça non, bouge là, à c'est gauche. de l'instabilité idéologique. Ce n'est pas intéressant. Très important. Nous maître. pouvons prendre aussi, par Il y a exemple, l'honneur. l'exemplarité. L'exemplarité. Donc, les députés doivent, en principe, briller par les exemples. On doit éviter qu'un député s'entende en train d'injurier même le citoyen qui l'a voté. On ne peut pas accepter qu'un député se mette à tabasser même le citoyen que lui qui l'a voté. Franchement. Vous voyez, il y a des comportements qui ne sont pas très intéressants. Je pense qu'il fallait absolument essayer de codifier cela. En dehors de ça, il y a la responsabilité, qui est une des grandes, je dirais, un des grands caractères qu'il faudrait souligner, parce qu'il faudrait que le député sache que lorsque je travaille, il y a des gens qui attendent de moi. Ça, c'est être responsable lorsqu'on reconnaît que le citoyen, c'est lui qui m'a envoyé et je dois absolument lui rendre compte. Ça, c'est la responsabilité. Donc là, ce sont des codes, c'est-à-dire ce sont des dispositions éthiques que nous avons, que les députés qui viendront puissent s'y référer. À chaque moment, lorsqu'ils agissent, ils se disent que dit le code éthique? Comment dois-je me comporter? Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est par rapport à la définition. Lorsque vous lisez à l'article 3 de notre loi, vous allez voir que nous avons défini, dans le cadre de ce code d'éthique, ce que c'est un député. Nous avons dit qu'un député, c'est celui qui est en exercice et celui qui était en exercice il y a 10 ans. C'est-à-dire il y a 2 législatures, il y a 2 mandats passés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de députés font des dégâts et ils se cachent derrière les immunités. Ils peuvent nuire aux citoyens. Ils peuvent ravir des maisons d'autrui. Ils peuvent escroquer de l'argent d'autrui en se disant que j'ai mes immunités, on ne me touche pas. Alors là, nous avons mis des dispositions qui montrent que vous pouvez être poursuivi pour avoir violé le code, même si vous n'êtes plus en exercice. Donc le code concerne le député en exercice, le député qui a été aussi à 2 exercices passés. Donc ça rétroagit jusqu'à 10 ans. Cela, c'est pour éviter aux députés de commettre des actes pour lesquels ils peuvent répondre même à la fin du mandat. La troisième innovation, messieurs les journalistes, c'est ce que nous appelons l'installation, en fait, l'instauration du système de révocation populaire. Ah oui. Oui, la révocation populaire, en fait, c'est le pouvoir qui est reconnu à la population de pouvoir arrêter le mandat en cours. Ça sera terrible. Oui, ça doit être terrible parce que c'est la population qui donne ce mandat. Il a le droit de contrôle. Il a le droit de le retirer lorsque le député ne donne pas satisfaction. Là, mais on ne se peut rester là, maître. Ça ne va pas créer des troubles, des acharnements. Je ne suis pas pour tel. Je crée des mouvements, tout ça pour peut-être attaquer maître Yves. Vous ne sentez pas que ça va créer... Non, monsieur Daniel. Le point, c'est les cadres la loi, elle est tellement bien faite, tellement succulente, que nous ne pouvons pas arriver à ce genre de scénario. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse révoquer un élu, c'est une mesure extrême. C'est-à-dire vous faire quitter l'Assemblée nationale, ça dit que c'est le plafond des mesures. C'est la dernière mesure qui vous frappe. Mais pour que la population déclenche une telle mesure, il y a une seule raison. C'est le manque de redevabilité. C'est-à-dire, on peut déclencher la révocation que lorsque le député, pendant les vacances parlementaires, il n'arrive pas à la base pour exercer ce que c'est la redevabilité. Parce qu'il faudrait savoir que la redevabilité, c'est un exercice je dirais, c'est un ensemble de 3 exercices. Vous avez la consultation, vous avez la concertation, vous avez la restitution. Ce sont les 3 à la fois qu'on appelle redevabilité. Mais ce n'est pas ce qu'ils font pendant leurs vacances parlementaires? Curieusement, chez nous, les vacances parlementaires sont une occasion pour les députés de s'envoler à l'extérieur du pays au lieu d'identifier les problèmes qui concernent leur base. Et nous avons dit qu'un député qui n'est pas redevable, c'est un député révocable. Donc, il doit quitter l'hémicycle parce que c'est la redevabilité qui fait le développement. Lorsque vous associez le peuple dans ce que vous faites, eh bien, ça va faire encore en sorte que votre mandat soit bien et que le développement arrive. Vous savez, monsieur le journaliste, je peux vous dire ceci. La redevabilité n'est pas un exercice difficile. Sûrement.
Un député peut ne pas être instruit, mais son intelligence, c'est sa base. Ok. Il y a des matières qui sont développées au niveau de l'Assemblée nationale qui nécessitent des intelligences. Alors que le député a la possibilité de consulter sa base pour dire, voilà, les économistes sont là, venez, nous allons débattre sur telle disposition, sur telle loi, et donnez-moi un peu vos intelligences pour me permettre d'aller développer à l'Assemblée nationale. C'est une façon d'impliquer le peuple à la décision. Parce que c'est ce qu'on appelle concrètement la participation citoyenne. On fait participer le citoyen dans la gestion du pays. D'abord, la participation sur le plan du vote de loi. Et on appelle ça la participation à la décision. Et puis, il y a la participation à l'exécution de la décision, c'est-à-dire à l'action. Lorsque vous dites, par exemple, qu'il faudrait que Salongo se fasse chaque samedi de 10h, je ne sais pas, à 11h. Et voilà, vous prenez une décision comme ça, vous ne consultez pas la population. Eh bien, c'est ainsi que nous voyons le samedi, les gens en train de vendre. En réalité, la boutique est fermée, mais le commerce se fait. Mais si l'autorité demandait à la population, quand est-ce que vous voulez que le salongo se fasse, je pense que la population quinoise allait dire, non pas samedi, mais dimanche, on va à l'église, et puis à 14h, on arrange nos maisons, on arrange les rues. Donc, en ce moment-là, la population allait respecter parce que ça serait sa propre décision. Mais lorsqu'on n'implique pas la population à la décision, eh bien, c'est difficile d'exécuter cette décision. Cette loi, je le veux, franchement. Alors, maître, il y a des députés qui n'ont jamais pris même une parole à l'Assemblée. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Mais que vont-ils dire parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont allés faire à l'Assemblée nationale? Combien de députés ont déjà proposé des lois à l'Assemblée nationale? Combien de députés ont déjà modifié des lois à l'Assemblée nationale? Ce n'est qu'une infime partie que... Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, mais nous avons proposé une loi qui est importante, qui va permettre à ce qu'aujourd'hui, la redevabilité soit écrite et devienne obligatoire. Donc, mais les députés qui sont là, il y en a comme ça qui ne parlent pas. J'ai vu des photos de certains qui dormaient, moi je m'excuse, mais c'était quand même très ridicule. C'était d'ailleurs ma question, peut-être après avoir essayé un peu d'échanger pour votre lecture par rapport à cette législature 2020. Donc, les mandats, les 5 ans qui doivent bientôt s'achever, votre lecture par rapport Ma au lecture travail personnelle, c'est que la première législature de 2006 était bonne. C'était une première expérience, mais elle était bonne parce que remplie de bonne volonté. La deuxième législative est devenue déjà problématique parce que déjà les gens commençaient à s'intéresser beaucoup plus aux gains, beaucoup plus à l'enrichissement personnel, beaucoup plus à des antivaleurs. Et la troisième législature, ça c'est pire. Donc, je ne veux même pas décrire parce que ça, c'est vraiment pire. Ce n'est pas au nom de la démocratie. Vous pensez que cette loi sera vraiment... Non, lorsque nous devons voir la production parlementaire, lorsque nous devons voir les interventions au niveau de l'Assemblée nationale, donc les interventions de haut niveau, on n'a pas vu. Moi, personnellement, je n'en ai pas vu. Franchement. Alors, il y a également la troisième partie, la rupture. Je ne sais pas un mot par rapport à cette innovation, la rupture. Effectivement, je peux vous dire que moi, j'évolue dans un regroupement politique qu'on appelle ARDEV et Alliés. Action pour la rupture et le développement. Et pour moi, la rupture, c'est un terme qui a son sens. Lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, je pense que nous nous attendons vraiment à une rupture totale avec ce qui s'est passé. Évidemment, sur le chemin, il a connu suffisamment de vicissitudes. Je vais pas en citer. Qui ne sont pas des excuses. Qui ne sont pas des excuses, mais au moins, ce sont des difficultés qui n'ont pas permis à ce que nous puissions sentir un décollage direct. Mais nous lui accordons le bénéfice du doute. Mais maintenant, il fallait maintenant que des nouvelles initiatives arrivent pour qu'on puisse voir une démarcation totale avec tout ce que nous avons vécu et qui a fait pleurer la population. Et cette loi aujourd'hui, cette proposition de loi constitue une rupture, dans le sens que la redevabilité est maintenant obligatoire et écrite. Et aujourd'hui, les députés ne peuvent pas se pavaner lorsqu'ils ne consultent pas la population, lorsqu'ils ne sont pas réguliers au niveau de la base,
En tout cas, ils ne vont pas vaquer à leurs obligations parce qu'ils vont se retrouver à la porte. Donc ça, c'est vraiment une rupture avec ce qui se passe, où les députés pouvaient voyager pendant les vacances parlementaires, revenir au pays et faire un faux rapport des vacances parlementaires. Donc du copier-coller, comme on dit, et puis il vous relate une situation qui est connue de tous et qui était déjà passée. Il remet la même situation dans son rapport. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas honnêtes intellectuellement. Donc avec ça, c'est une innovation. Et je pense, monsieur le journaliste, si aujourd'hui je suis convaincu que si la population comprend sa place, si la population sait que c'est moi qui donne le mandat et moi je dois avoir le pouvoir de retirer ce mandat, les députés vont se voir se déployer pour que chacun mérite les 5 ans. Parce que si vous ne travaillez pas pour la population, vous n'allez pas terminer 5 ans. On va vous voir dehors. Et si aujourd'hui nous avons un bon parlement, un parlement responsable, qui respecte la population, qui respecte les procédures, rassurez-vous que nous aurons un bon gouvernement. Parce qu'en ce moment-là, la population peut dire, le ministre qui a détourné les fonds, messieurs les députés, nous vous avons voté, foutez-nous ces messieurs à Makala. Et le député dira, oui, oui, monsieur le ministre, on se connaît bien, on est des amis, mais pour ce cas, je ne sais rien faire. Parce que moi, derrière moi, j'ai aussi de la pression. Si moi, je ne vous mets pas à la porte, eh bien, c'est moi qu'on mettra à la porte. Donc, voilà. Ma soif revient encore, maître. Revenez sur votre soif. Le problème, c'est les canaux qu'il faut utiliser pour que le peuple fasse la pression. Oui, ce sont des partis politiques, la les procédure, les cadres de la société civile. La procédure, nous l'avons proposée. Nous avons dit ceci. Nous ne pouvons pas accepter que la population accuse un député au bureau. Pourquoi? Parce que tous les membres du bureau sont aussi des députés. Ils peuvent voter aussi. Il fallait confier, n'est-ce pas, l'exécution du code, l'application du code à une autre institution d'appui à la démocratie qu'on appelle le commissariat à l'éthique et à la déontologie. Le commissaire, c'est quelqu'un qui vient de la société civile, qui est un citoyen des citoyens. C'est auprès de ce monsieur commissaire que la population adresse sa pétition contre les députés concernés. Et la députation a des annexes, c'est-à-dire les preuves de l'accusation. C'est-à-dire, si vous êtes député et que la population dit que vous n'avez pas été à la base lors des vacances parlementaires, la population vous mettra au défi de prouver que vous y étiez. Donc, vous devez amener vos billets d'avion pour montrer à quelle date vous étiez parti, à quelle date vous étiez revenu, dans quel hôtel vous avez dormi, quelles sont les actions que vous avez faites sur le terrain. Vous devez amener des preuves que vous étiez là. Maître, donc, vous voyez la population à la table de la prise de la décision. Avec ça, le député se dira vacances parlementaires. Puisque c'est déjà financé par l'État, il doit absolument descendre pour connaître ce qui se passe sur le lieu. Et ça va même empêcher que certains députés quittent leur juridiction après les élections. Parce que généralement, ils fuient leur circonscription. Après les élections, il était en Rabat et finalement, il se retrouve à Gombe et il ne sait plus recevoir ses militants. Je pensais que c'est par démarche de ceci qu'il fallait procéder. C'est une démarche intellectuelle. Nous avons mis de l'intelligence là-bas. Donc, lorsque le commissaire reçoit l'accusation, le commissaire va s'adresser au président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au bureau, pour demander que le député qui est concerné ne puisse plus siéger jusqu'à la fin des enquêtes. En ce moment-là, exactement comme l'IGF, le commissariat à l'éthique va déployer ses soldats pour vérifier les informations. Lorsque ces informations sont confirmées, eh bien, on confirme l'accusation et le député quitte le Parlement et il se fait remplacer par son premier suppléant. Merci beaucoup. Alors, il y a les derniers points, c'est les objectifs. Je vois, ils sont là. Je vois mettre fin aux motions de censure. Oui, effectivement, monsieur le journaliste, ça c'est très important. L'objectif de cette proposition de loi, c'est aussi affaiblir cette propension vers des motions de censure intempestives. Vous avez suivi lors de cette législation, sur les 26 provinces, je pense qu'il n'y avait qu'une dizaine de provinces où existaient encore les gouvernements provinciaux. Et ça, c'est un dysfonctionnement. Lorsque les députés, pour des intérêts égoïstes, mettent en mal le fonctionnement d'un gouvernement provincial. Maintenant, à partir de cette loi, il ne sera plus question que les députés prennent des initiatives comme ça sans qu'ils puissent en expliquer la teneur à la population. Ça ne sera plus le cas.
Parce que la population dira pourquoi cette motion. Ok. Qu'est-ce que le ministre a fait? Qu'est-ce que le gouverneur a fait? Vous devez nous justifier ça d'abord, afin que nous puissions dire nous sommes d'accord avec cette motion-là. Je crois qu'il faudrait remettre la population à sa place. Il faudrait, nous, les députés représentent le peuple et ils doivent agir en fonction de la volonté du peuple. Ce n'est pas ce que nous vivons. Et là, nous allons mettre fin à ces genres de motions intempestives où on vous dit que non, nous avons fait une motion. En réalité, c'est parce que le député n'a pas empoché ce qu'il devait empocher, ou il est mécontent d'un partage quelconque, et puis il amène ça au-dessus de la table. Ça, ce sont des choses qu'il faut arrêter. Deuxièmement, nous avons voulu obliger les députés à craindre la sanction populaire pour être collés à la population. Et là, nous aurons gagné parce que c'est la population qui gagnerait par le fait qu'il sera chaque fois avec son élu. Et ça sera une occasion d'échange, de consultation, de concertation et de restitution pour les députés. Donc nous aurons maintenant matérialisé la redevabilité d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est la plus bonne loi que je pense pour mon pays. Je suis très content de l'attendre. Alors, je voudrais peut-être avant de terminer de prendre l'annonce par rapport à l'activité que vous avez prévue ensemble avec Jordi. Est-ce qu'on peut déjà avoir l'affiche pour voir ce qu'il y a? Et puis, Maître Yves va essayer un peu de nous préciser qui sont appelés à... C'est la population parce qu'il est en train de, de renforcer les pouvoirs à la population. Jordi, est-ce que tu es prêt avec l'affiche pour qu'on essaie un peu d'avoir l'idée de l'activité qui sera bientôt organisée le 11? Maître, qui sont conviés à cette activité pendant que Oui, Jordi est en train... le 11, c'est la présentation officielle de cette proposition de loi à la population. Ah, okay. Nous avons voulu commencer par la commune de Lemba. Et nous serons au terrain GD le 11 à partir de 14 h. Nous avons confié la population qu'elle vienne. La population de Lemba et de partout. Qu'elle vienne. Nous avons aussi convié les différents candidats à la députation nationale, surtout ceux-là qui arrivent, parce que c'est une loi, je vous dirais que c'est prévu, en fait, c'est proposé à ceux-là qui arrivent. Oui. Donc nous voulons à ceux qui puissent comprendre l'importance de cette proposition de loi, parce que c'est une proposition de loi qui peut bien justifier leur mandat. Parce que nous allons apporter une innovation et je pense que les députés qui arrivent, qui seront élus prochainement, pourront être... ils vont avoir des garanties pour qu'ils puissent bien faire le travail. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus la pesanteur des partis politiques. Ils seront assez libres et à la disposition de la population. Donc nous voulons que tous les amis candidats, tout ça, députés provinciaux, nationaux, qu'ils viennent pour qu'on se partage l'idée. Et pourquoi pas ceux qui ont postulé, pourquoi ne pas faire bloc autour de ces projets de loi, de manière qu'ils puissent... se faire une majorité à la législation qui arrive et puis pour voter cette loi déjà en mars 2024, je pense que ça sera une bonne chose pour notre population. Parce qu'il faudrait savoir qu'aujourd'hui, nous nous préparons à un spectacle qui est quand même malencontreux, qui est désolant. C'est que selon les statistiques qui sont données par beaucoup de firmes internationales, on nous dit que déjà 27% de la population se prépare à l'abstention du vote. Non. Donc 27% de la population se dit on ne va pas voter parce qu'on se dit que ça ne sert à rien quand vous votez, ce sont les mêmes spectacles et tout ça. Ce sont des gens à encourager. Moi, je dis à ces gens-là qu'il faut voter absolument parce qu'au moins cette fois-ci, vous n'aurez pas perdu votre voix parce qu'il y a des garanties. Vous votez un député, mais vous gardez l'autorité sur les députés que vous avez votés. Donc ça, c'est quand même une innovation et c'est une façon pour moi d'inviter la population vraiment à se muer, à venir abondamment voter parce qu'on a des garanties maintenant que qui peut être le député qui arrive, quels que soient les députés qui arrivent, il y a une loi qui le maintient alors. Moi, je pense que c'est une... Vous commencez à Lemba et puis c'est quoi la prochaine Nous serons étape? d'abord au terrain GD à Lemba le 11. Je pense que ça sera une semaine après que nous serons au terrain Tchobo de Matete. Ah, donc vous allez parcourir toutes les... On va parcourir tout Kinshasa et d'ailleurs au niveau de fin fond de la République, cette proposition de loi est déjà là-bas.
Il y a certains candidats députés qui sont candidats actuellement, qui en parlent déjà. Et la population a déjà ça. Jusqu'à Kipushi, à Lubumbashi, un peu partout. Nous avons déjà Donc, la population a déjà cet instrument. Je pense que c'est déjà en train de se faire propager. Alors, ok, je voudrais que vous puissiez peut-être lancer un message à toute la population, aux députés et surtout aux nouveaux, parce que vous insistez beaucoup, parce que la population ne va pas recruter. Je n'ai pas honte de le dire. Une telle loi ne cadre pas avec les anciens. Les anciens ont fait leur temps et puis ils n'ont plus la couleur pour s'accommoder à cela. Ça, c'est une nouvelle loi qui doit arriver, une nouvelle proposition de loi que nous voulons faire voter par les députés qui arrivent. Parce qu'au moins, eux, ils n'ont pas été aux affaires et au moins, ils ne se sentiront pas gênés que de pouvoir développer un pareil raisonnement. Donc, j'appelle ainsi toute la population congolaise de Kinshasa surtout, parce que c'est ici où les choses se passent, à venir au stade GD, terrain GD de l'Emba le 11. J'invite les députés, les candidats députés nationaux, provinciaux, même les conseillers communaux, à venir suivre, comprendre comment nous sommes arrivés à ça et comment nous devons maintenant vulgariser cette proposition de loi. Parce qu'il faudrait que je vous dise, messieurs les journalistes, que nous allons faire un effort pour que cette loi, cette proposition de loi puisse être votée à l'Assemblée nationale au mois de mars 2024. Si jamais les députés... La première session. Là, il faut que ça passe. Et d'ailleurs, la plupart des camarades, c'est-à-dire des candidats députés qui sont en ligne maintenant, sont d'accord avec moi. Ils se disent, il faut cette loi, c'est ce que nous voulons, pour que nous soyons libres de travailler pour notre population. Et je voudrais dire que, monsieur le journaliste, donc j'appelle tous ces candidats à venir et ensemble pour que nous puissions voir comment constituer ce bloc, cette grande machine qui va amener cet ouragan en faveur de la population. La population doit normalement s'approprier de cette loi parce que ça nous donne, nous, la population, le pouvoir, n'est-ce pas, d'avoir une mémise sur tout ce qui a eu comme... Tout ce qui aura comme désordre, ainsi de suite. Je pense que ça ne sera pas le cas parce que la loi sera certainement votée. Alors, au gouvernement, est-ce que vous avez un message? Le gouvernement doit également vous accompagner, n'est-ce pas? Bon, m'accompagner. Cette loi, elle a été initiée par moi. Voilà pourquoi on l'appelle loi Biasalou. Parce que Biasalou, c'est mon nom. C'est exactement comme la loi Tchani. Tchani a initié une loi et on l'appelle la loi Tchani. C'est de mode chez nous. Donc là, c'est la loi Biasalou qui arrive, la loi sur la redevabilité des élus. En fait, c'est ça la matière qui est là-dedans. Alors, demander l'accompagnement du gouvernement, bon, c'est une bonne chose parce que c'est maintenant un bien public. Cette loi devient la propriété de la population. On n'a fait que donner une pensée, mais je crois qu'elle est déjà récupérée par la population. Ce que moi, je peux demander aux membres du gouvernement, c'est de s'attendre quand même à un accompagnement populaire cette fois-ci. Parce que nous savons qu'il y a certains élus qui ont eu quand même des difficultés à se faire entendre. Je pense que lorsque un député a la population derrière, il va vraiment se faire bien entendre. Et la question est que vous n'êtes pas politique, vous n'êtes pas... Je ne sais pas si vous êtes candidat ou non. Vous avez dit que vous ne faites pas la politique, je ne sais pas, mettre... C'est pas une fois. Est-ce qu'il y a, c'est pas peut-être des règlements des comptes, tout ça, vous voulez sanctionner? Non, nous avons besoin de changer le système. Le système qui est en place n'est pas bon. Vous entendrez tout le monde dire, nous voulons le changement de la classe politique. Mais ils ne savent pas où on se pose la question, changement de la classe politique, c'est quoi? Le changement de la classe politique, ça ne veut pas dire prendre un vieux de 50 ans, le mettre dehors et prendre un jeune de 21 ans. Le changement de la classe politique, pour moi, c'est le changement du système politique. Et je pense que lorsqu'on a déjà un bon système politique et qu'on choisit les bons acteurs, on met dans le système, on aura gagné. Donc le nouveau système, c'est celui-là que nous avons apporté. Il faut maintenant choisir, que la population choisisse les bons acteurs qui vont devoir être là pour véhiculer maintenant le système, pour le matérialiser. Donc ce n'est que ça qui reste. Je pense que c'est, si jamais, en résumé, si la population peut faire peur aux députés, c'est que les députés peuvent faire peur au gouvernement et le gouvernement va vraiment agir en faveur de la population. Voilà. Je pense que, Maître, nous sommes arrivés à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a
quelque chose que vous avez voulu dire, qui jusque-là... Je voudrais dire quelque chose. Nous sommes en train de nous battre pour que les députés qui arrivent, qui seront autour de ces projets, soient majoritaires à l'Assemblée nationale, pour que le projet passe et que notre population vive enfin en paix. Mais au cas contraire, il faudrait savoir qu'il y a aussi la possibilité d'un référendum. Ça, ce n'est pas exclu. Si jamais au niveau de l'Assemblée nationale, on combat pour que cette proposition de loi ne passe pas, nous allons tout faire pour obtenir un référendum, demander à la population si elle est d'accord avec ça ou pas. Parce que déjà maintenant, avec les sondages que nous faisons sur le terrain, le contact direct avec la population, je pense que la population voudrait cette fois-ci vivre en paix. Donc, elle veut totalement que cette loi soit votée dès mars 2024 pour qu'elle se sente à l'aise. Merci beaucoup, Maître Yves. C'est le peuple. C'est quoi encore le peuple, c'est le chef. Ah oui. Le chef, c'est le peuple. Le chef, c'est le peuple. En fait, ce n'est pas différent de la vision du chef de l'État qui dit le peuple d'abord. Ah, okay. Mais nous, cette proposition de loi vient encore renforcer cela. Parce que lorsqu'on dit le peuple d'abord, il faut savoir que le peuple est chef d'abord. Ah, okay. Et là, la chefferie du peuple, nous venons maintenant de le matériel. Allez, merci beaucoup, Maître Yves, pour cette précision. Alors, nous serons avec vous. Nous allons vous accompagner, bien sûr, les 11. Nous serons là pour venir et montrer à la population que la loi est déjà sur la place publique. Merci beaucoup, Maître Yves. Je pense que ce n'est pas la première fois et la dernière. Nous aurons également des échanges comme ça pour que le peuple, qui est le chef, puisse avoir. Nous devons également, nous sommes redevables. Population, merci beaucoup pour votre participation, mesdames, messieurs, chers internautes. C'est ici que nous mettons un terme à ces magazines. Les rendez-vous est pris d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.